S'il y a bien un thème que l'humain tente généralement d'éviter, auquel il tente généralement d'éviter de penser, c'est bien la mort. La première question à se poser est de savoir pourquoi l'humain évite de réfléchir à ce thème plus qu'à un autre. La raison est relativement simple. Nous réfléchissons généralement aux sujets sur lesquels nous avons une prise, sur lesquels nous avons la possibilité d'agir. Or, concernant ce thème précisément, nous nous sentons totalement démunis. C'est-à-dire que nous savons que la mort est notre fin inéluctable et que de toute façon nous ne pouvons pas y changer quoi que ce soit. Donc, l'humain, dans sa globalité, préfère ne pas y penser. Cependant, certaines sociétés, plus que d'autres, évitent ce thème. Dans certaines sociétés, ce thème n'est pas tabou. Il sera donc intéressant de revenir sur les raisons qui font que dans certaines sociétés, ce thème est tabou et dans d'autres, il l'est beaucoup moins. Analysons tout d'abord ce que l'on appelle la mort. On définit généralement la mort par la disparition de quelqu'un. Maintenant, si l'on approfondit un petit peu plus, on se demande ce que nous sommes. De quoi sommes-nous constitués ? Nous sommes constitués d'un corps et d'un esprit, ou plus globalement d'un corps habité d'un esprit. Un corps habité d'un esprit, c'est comme une personne qui habite une maison. Même si notre adresse se trouve sur cette maison-là, nous ne sommes pas cette maison. De la même manière, on pourrait considérer que notre corps est habité par notre esprit, mais que nous ne sommes pas ce corps. Et c'est là que l'on trouve la différence entre deux types de sociétés, principalement des sociétés matérialistes, comme le devient de plus en plus notre société, et des sociétés spiritualistes, comme le sont bon nombre de sociétés traditionnelles ou antiques. Alors bien entendu, lorsque l'on est dans une société matérialiste comme la nôtre, et que l'on prend donc en considération beaucoup plus le corps que l'esprit, on va considérer que lorsque le corps meurt, eh bien, nous mourrons. Dans une société beaucoup plus spiritualiste, où on considère que si le corps meurt, l'esprit survit peut-être quelque part, dans un au-delà ou dans un ailleurs quelconque, eh bien, bien entendu, la mort sera perçue totalement différemment, puisqu'on considérera que c'est le corps qui meurt, mais pas forcément l'esprit, donc l'essence de notre être. Ce qui veut dire finalement que nous ne mourrons pas au moment où notre corps meurt. Et à partir de ce moment-là, la mort est perçue bien entendu d'une manière totalement différente. À partir de ce moment-là, nous nous retrouvons beaucoup moins démunis face à ce phénomène de la mort du corps. Et donc nous avons beaucoup moins peur d'aborder ce sujet. C'est l'explication que l'on pourrait donner au fait que dans certaines sociétés comme notre société fondamentalement très matérialiste, on occulte la notion de la mort, on en fait un tabou, et que dans d'autres sociétés, la mort n'est pas du tout un tabou, elle est même un phénomène parfaitement analysé, parfaitement étudié, qui permet de mieux vivre la vie que nous menons dans le corps dans lequel nous nous trouvons. C'est cette vision de la vie principalement que l'on retrouve chez les anciens Égyptiens. Nous avons donc, par un moyen détourné, à moitié répondu à la question initiale, la mort existe-t-elle ? Eh bien, tout dépend de ce que nous considérons être. Si nous considérons que nous nous résumons à un corps fait de matière, bien entendu, à partir du moment où notre corps disparaît, eh bien, l'intégralité de notre être disparaît également. Et donc là, il y a une véritable mort. Donc une véritable disparition. À partir du moment où nous considérons que nous sommes un être spirituel qui est hébergé à l'intérieur d'un corps, point de vue envisagé par la plupart des grandes religions, mais également par bon nombre de philosophies qui ne s'appuient non pas sur la croyance ou une foi quelconque, mais sur la réflexion, et bien dans ce cas-là, on peut considérer que la mort du corps n'a rien à voir avec la mort de l'esprit. L'esprit peut très bien mourir si le corps meurt, mais il peut très bien ne pas mourir. Il peut très bien survivre différemment.
autrement, voire éventuellement, pourquoi pas, ailleurs. La possibilité est là. Et ceci est le but de ma vidéo. La question qui se pose de savoir si la mort existe, et non pas une question fermée comme on a tendance à le considérer généralement, mais une question ouverte. Car il est aussi subjectif de considérer que la mort existe que de considérer que la mort n'existe pas. Pour cela, nous vivons une époque intéressante où les progrès de la science permettent d'analyser le processus de la mort, non pas du corps, car cela est largement étudié et continue encore à l'être, mais la survivance éventuelle de l'esprit à la mort du corps. Alors il y a bon nombre d'études qui se font à ce sujet-là depuis très longtemps. J'ai moi-même participé en 2008 aux 30 ans des expériences de mort imminente organisées à l'instigation de Raymond Moody à Martigues. Depuis, les choses ont encore énormément évolué, puisque de 2008 à 2018, bon nombre de découvertes ont encore été effectuées sur ce sujet et continuent encore à avoir lieu. Je me refuse ici à donner un point de vue, car j'ai mon point de vue bien entendu. Le simple fait de poser certaines questions fait que l'on s'interroge et donc que l'on approche les différentes analyses qui ont lieu sur le sujet. Mais je pense qu'un point de vue n'est qu'un point de vue. La question est bien plus intéressante que le point de vue que l'on peut apporter. Donc si j'apportais un point de vue, ce serait un point de vue personnel qui n'est pas plus intéressant qu'un autre point de vue. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question. La mort existe-t-elle? Et pour y réfléchir, nous disposons de différentes recherches scientifiques, effectuées scientifiquement, qui relèvent non pas de la croyance ou de la foi, mais d'une démarche scientifique qui se veut la plus objective possible, et donc qui permet à chacun de se faire une idée relativement tangible. Car s'appuyer sur des croyances, sur la foi, c'est bien, c'est rassurant à la limite, mais lorsque l'on s'interroge réellement, rationnellement, et qu'on se dit que ce que l'on croit est peut-être ce que l'on a envie de croire pour se rassurer, on en vient fatalement à se demander si l'on ne se ment pas pour se rassurer. Et donc si l'on ne s'entretient pas volontairement dans un mensonge par peur d'une réalité. La démarche scientifique, par contre, permet de ne pas se restreindre à ce que nous voulons croire, mais à devoir observer ce que nous avons la possibilité d'observer, que cela nous plaise ou ne nous plaise pas. Et là est l'intérêt. L'observation, reste encore à vérifier la validité de l'observation. Et c'est là la grande qualité de la démarche scientifique. Cette question donc de l'existence de la mort est une question qui reste ouverte et à laquelle, je pense, chacun d'entre nous ne peut s'empêcher de réfléchir. Car y réfléchir nous permet non seulement d'aborder cette échéance du corps d'une manière plus ou moins sereine selon l'aboutissement de notre réflexion, mais permet également de vivre différemment notre vie selon si nous considérons que notre vie se limite à une vie matérielle et donc que son existence est inexorablement limitée à la vie de notre corps, ou selon si nous considérons que la vie matérielle terrestre n'est qu'un passage et que ce passage débouchera sur autre chose que nous ignorons, certes, très certainement, mais dont l'existence est malgré tout quasiment assurée. Il y a une mort dont on ne parle que très rarement et à laquelle on pense beaucoup moins. C'est la mort progressive des vies successives que nous avons. Je m'explique. Lorsque nous avons une première vie en tant qu'enfant, eh bien cette vie, un jour ou l'autre, va mourir. C'est-à-dire que petit à petit, elle va disparaître. Et de la même manière, la même chose a lieu lorsque nous avons une première vie de couple avec la personne avec qui nous avons nos enfants, ou nos premiers enfants. Et que cette vie de couple, un jour ou l'autre, s'arrête,
d'une manière ou d'une autre. Lorsque nos parents disparaissent, lorsque nos frères et nos sœurs disparaissent, d'une manière ou d'une autre, il peut s'agir de leur mort, mais il peut s'agir également de leur disparition, du fait que la vie éloigne les gens de toute façon, que certaines personnes sont capables de rester en contact et que d'autres le sont moins, voire pas du tout. La mort, d'une certaine manière, nous la vivons également comme ça. Et à plus petite échelle, lorsque l'on part par exemple pendant un mois avec un groupe, dans un pays étranger, eh bien au début on fait connaissance très très rapidement, au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, on se connaît. Il y a toute une vie qui se déroule. Et puis arrive la fin du voyage. Et à la fin de ce voyage, avec ce groupe de personnes avec qui nous avons vécu une véritable vie, ailleurs, dans un autre pays, eh bien nous voyons cette vie s'arrêter. Alors bien sûr, comme toujours, on se promet toujours de rester en contact. Mais en réalité, il n'y a pas d'intérêt puisque le contact que nous avions était un contact dans un contexte. Et qu'à partir du moment où ce contexte n'existe plus, eh bien il n'y a plus de point commun. Donc en réalité, lorsque l'on se promet de rester en contact, en réalité, c'est par nostalgie d'une vie qui disparaît. Eh bien, il en va de même pour notre vie. Et ça va loin, si on réfléchit bien. Parce que lorsque le voyage se termine ici sur Terre, si jamais, comme on le pense désormais, même et surtout scientifiquement, le voyage continue différemment, ailleurs, autrement, eh bien, l'intérêt de rester finalement en contact avec des personnes d'une vie passée, les personnes avec qui nous avons partagé notre vie ici, est très certainement aussi dérisoire que l'intérêt de rester en contact avec des personnes avec qui nous avons vécu un voyage d'un mois à l'étranger. Ceci peut paraître inacceptable, et c'est pourtant la réalité. Donc lorsque nous voyons disparaître nos vies successives, tout d'abord notre vie en tant qu'enfant, avec des parents, les frères, les sœurs, cette vie, tout comme un voyage organisé à l'étranger, finit par disparaître un jour. Elle touche à sa fin, petit à petit, tout comme la dernière semaine du voyage d'un mois que nous faisons à l'étranger. De la même manière, la vie que nous avons menée avec nos enfants, la mère ou le père de nos enfants, qui a duré un certain temps, un jour s'arrête, brutalement ou pas, définitivement ou pas, mais elle s'arrête. Et elle laisse place à une autre vie, parce que les enfants doivent faire leur vie aussi, et que leur vie n'est pas leur vie avec les parents. Cette vie est terminée, cette vie se termine de même que pour nous-mêmes elle s'est terminée un jour. Et ainsi de suite. Et petit à petit, lorsqu'on réfléchit à ces différentes morts successives, eh bien, on en vient peut-être à accepter la notion de fin de voyage. On peut se dire que notre vie est faite de différentes vies, de différents voyages, qui nous enseignent à chaque fois des choses différentes qui viennent compléter les enseignements précédents. Et à chaque fois que l'on entame un nouveau voyage, nous abordons très certainement une autre vie que nous n'aurions jamais imaginée, que nous n'aurions peut-être même jamais envisagée. Pour comprendre cela, il y a une métaphore très intéressante. Je pense très souvent à la petite souris, très intelligente, tout comme nous le sommes nous-mêmes, qui se trouve dans une bibliothèque. Des yeux de cette souris, que se passe-t-il? Que voit-elle? Elle voit un énorme garde-manger, puisque la petite souris adore les livres, le papier, et que chaque livre va avoir un goût différent, va avoir une apparence différente. Mais cette petite souris qui va grignoter un livre, et puis un autre, n'aura absolument aucune idée de ce qu'est le livre, et encore moins de ce qu'il contient, lorsqu'elle va grignoter la critique de la raison pure de Kant, par exemple. La petite souris verra avec des yeux aussi affûtés que les nôtres le même livre. En plus de nous, elle pourra parler de son odeur, de son goût, car bien entendu, si la petite souris grignote la critique de la raison pure de Kant, eh bien elle pourra parler du goût des feuilles. Elle aura même une perception supérieure à la nôtre concernant ce livre, puisqu'elle pourra en parler d'une manière qui nous est inconnue.
Mais malgré tout, cette petite souris n'aura absolument aucune idée de la grandeur de ce qui se trouve dans ce livre. Et il en est peut-être de même de cette vie qui nous attend ailleurs. Cette vie que nous percevons, dont nous avons une multitude de signes, qui a été envisagée par une multitude d'auteurs qui en ont une perception plus ou moins précise. Nous avons peut-être des prémonitions qui nous indiquent que cette vie ailleurs est là. Mais ce ne sont que des intuitions. De la même manière que la petite souris qui grignote les pages d'un livre de philosophie a peut-être l'intuition que cet objet, qui a bon goût, qui a une certaine odeur, cache peut-être quelque chose, mais elle n'aura aucun moyen de pouvoir ne serait-ce qu'approcher le sens de ce que contient le livre. Nous sommes peut-être cette petite souris dans ce monde qui approchons quelque chose qui se trouve là derrière, que nous percevons, que nous ressentons, dont nous avons parfois une préscience, mais que notre nature nous empêche de percevoir en réalité.